Ouais. Bon, écoute, faut que je te laisse parce que là, j'ai vraiment du taf. Ouais, je vais y passer l'après-midi. J'ai des recherches à faire. Ça va me prendre pas mal d'heures, je pense. Ok? Bon. Allez, on se tient au courant. Salut. Ouais, bye. Ciao. Je dois vous avouer quand même que je suis très inquiet. Ben, pourquoi? Je suis très inquiet, mesdames et messieurs. Mais non, mais t'es qui déjà? Je suis extrêmement inquiet. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernement Ouais. est sur le point de mettre en place Ouais. une loi pour supprimer les droits de propriété. Vous avez fait une proposition de loi qui prévoit des mesures chocs, il faut bien le dire. L'État va-t-il faire payer un loyer à tous les propriétaires? Oui. Cette fameuse loi de ce député de pacotille, là, monsieur De Glaise, que je vais appeler surtout De Baise. Oh, c'est pas très gentil, ça. Une proposition révolutionnaire. Tu payes un loyer parce que tu utilises le sol français. L'État va s'approprier la terre. Il passe les lois pendant qu'on dort. L'État, écoutez bien, l'État rachèterait les terrains dans les zones les plus tendues. République, valeur de la République. Mais où est-ce qu'on va? Mais attendez, mais c'est du délire. Les personnes aujourd'hui quittent la France. La monarchie. Alors, la loi Laglaise va-t-elle mettre fin à un de nos droits les plus sacrés? Le gouvernement a-t-il décidé de tous nous exproprier? Ou bien peut-être s'agit-il encore d'une nouvelle taxe déguisée? Peut-être un complot national ou même mondial? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce qui est drôle avec les théories du complot, c'est que finalement, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, l'avantage, c'est qu'on se marre bien. Alors, la loi Laglaise, c'est quoi? Ou plutôt le projet de loi Laglaise, puisque aujourd'hui, la loi n'est pas encore en vigueur, on est encore dans les débats et dans les démarches, les amendements, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi finalement ça a fait couler autant d'encre? Bah, tu le sais, c'est facile de faire des vues avec des vidéos ou de faire des vues sur des articles ou de vendre du papier, de vendre des journaux quand on est sensationnel, quand on est sensationnaliste et quand on est catastrophiste. Donc, il y a eu énormément de mauvaises interprétations de ces propositions-là et de mauvaises interprétations de ce texte, ou en tout cas de ce prétexte, puisqu'encore une fois, la loi n'est pas encore en vigueur. Mais tout ça, ça part d'où? Ça part de là. Un rapport présenté au Premier ministre par Jean-Luc Laglaise, qui est un député de la Haute-Garonne. Dans ce rapport-là de plus de 200 pages que je te mets en lien en dessous de cette vidéo, tu peux le télécharger, tu peux le voir par toi-même parce qu'il est toujours bien pour un investisseur comme toi, il vient de se renseigner et pas de regarder les théories alarmistes qu'on peut voir partout parce que tu vas voir qu'elles sont vraiment à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Il y a 50 propositions. Alors, c'est pas mal, globalement. Le but du jeu, ça va être de maîtriser les coûts du foncier dans les opérations de construction. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit sur le rapport. Dans les opérations de construction. Tiens, on a un premier indice quand même sur le but du jeu. Et puis, globalement, quand on lit les objectifs qui sont dans le rapport, c'est quoi les objectifs? C'est libérer le foncier, optimiser le foncier, améliorer la constructibilité, attirer les investisseurs dans le logement locatif, c'est écrit noir sur blanc, mettre fin à la spéculation foncière et mettre fin à la hausse des coûts du foncier. Donc, ce qui est visé globalement, c'est les terrains et les constructions. Mais tu verras, si tu as la curiosité de le lire et vraiment, en tant qu'investisseur, tu le sais que tu as une vraie valeur ajoutée à augmenter tes connaissances et à voir les choses par toi-même et à pas forcément écouter ce qui se passe à gauche, à droite, tu vas voir qu'on a vraiment 50 propositions qui sont très intéressantes. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On a finalement un parlementaire qui va dans le bon sens pour les investisseurs immobiliers. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse. J'ai surtout regardé du côté investisseur immobilier, même si dans cette vidéo, on va aussi s'intéresser à la résidence principale et on va aussi s'intéresser aux professionnels de l'immobilier. Quoi qu'il en soit, sur ces 50 propositions, il y en a 8 qui ont été retenues et qui sont passées en première lecture à l'Assemblée, c'est-à-dire que, a priori, ils sont à peu près d'accord sur ces 8-là. Donc, c'est celle-là qu'on va voir en détail dans cette vidéo et notamment l'article 2 qui est la fameuse dissociation du bâti et du foncier qui, alors là,
on va nous prendre nos maisons, ils vont nous exproprier, on pourra plus acheter, des inepties sur le web, en veux-tu en voilà. Petit disclaimer, cette vidéo n'est ni sponsorisée, ni rémunérée, ni quoi que ce soit, c'est vraiment mon avis et je sais qu'il y a des gens, je sais que ça va être forcément polémique, il y a des gens qui vont être d'accord ou pas d'accord. Première chose, on peut débattre dans les commentaires, la section commentaires est là pour ça, mais respectez-vous. Hein, les insultes, etc., ça dégage. Et deuxième chose, cette vidéo n'est pas pro-gouvernement, pro un certain mouvement politique, je suis complètement apolitique pour le coup, mais l'idée c'est, il y a des règles du jeu, elles changent souvent dans l'immobilier, tu le sais, la fiscalité change, les règles légales changent aussi, et quand il y a des changements qui arrivent, c'est aussi mon devoir en tant que professionnel de me les approprier, de les étudier et de te les livrer ici. Ok, alors c'est parti, on va voir tous les articles dans le détail, mais putain, ce qui aurait été bien pour parler de cette loi, c'est que j'ai sous la main le gars qui l'a écrite finalement. Ça aurait été vraiment bien. Je vous propose que je mette mon téléphone en mode avion. Voilà. Moi, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, je comprends pas. Enfin, je pense que c'est un bon projet de loi. Enfin, je pense que c'est un bon rapport déjà et des bonnes propositions. Il y en a quelques-unes dont j'ai envie de vous parler. Je pense que celles qui ont été retenues, c'est peut-être pas toutes les meilleures, mais bon, on n'a peut-être pas le choix aussi de ce côté-là. Mais ce que je comprends pas, en tout cas, c'est qu'il y a eu tout ce battage médiatique et surtout toutes ces fake news, parce que ça s'est retourné en on va exproprier les gens, on va leur prendre leur terrain, etc., etc. Donc, si vous voulez, on va peut-être se garder cette partie pour la fin, la partie sur les OFL, la partie expropriation, etc. Et peut-être aller dans le reste de la proposition et puis peut-être réexpliquer aux gens quel est le parcours d'une loi en France. Là, on en est à quelle étape? On en est à l'étape de la première lecture qui est passée à l'Assemblée, ça va au Sénat, comment ça se passe? Alors, d'abord, il y a deux modes de création d'une loi en France. Ça, c'est la Constitution française qui le prévoit. La plupart des lois sont réalisées par le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui détient l'agenda de l'Assemblée. Ça paraît assez particulier, mais en fait, c'est le gouvernement qui décide d'inscrire ou pas des projets de loi, donc il a lui-même fait. Et c'est 95% des lois qui passent en France. La deuxième possibilité, c'est de dire, là, il y a des députés qui peut-être ont des idées et qui peuvent également proposer des lois. Donc là, ça s'appelle plus projet de loi, mais proposition de loi. Et donc, en fait, c'est chaque groupe politique à l'Assemblée qui a ce que l'on appelle une niche parlementaire, 1 ou 2 fois par an. Et à l'intérieur de cette niche parlementaire, le groupe politique a la possibilité d'inscrire des propositions de loi qui sont débattues dans le courant de la journée. Et ce qui n'est pas fini le soir est reporté à la niche suivante. Ce sont les deux modes. Après, donc il y a une navette, une fois que ça a été adapté par l'Assemblée, la proposition ou le projet de loi part au Sénat, où il est là également amendé, modifié. Il revient à l'Assemblée, il repart, voilà. Il y a un certain nombre d'allers-retours comme ça, jusqu'à ce que les deux chambres votent exactement la même chose. Donc à ce moment-là, c'est immédiatement applicable. À défaut, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, de toute façon. Ok. Alors juste. Et ce nombre d'allers-retours est limité si le gouvernement déclare l'urgence sur la loi. Et donc, il y a un aller, un retour et une tentative de conciliation. Ok. Donc là, aujourd'hui, le jour où on tourne, pour que les gens se situent, 19 février 2020, on a eu une première lecture qui a été validée par l'Assemblée et on est dans ce ping-pong Assemblée-Sénat actuellement. Voilà, la première lecture a été faite en séance à l'Assemblée le 28 novembre et la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité de tous les groupes politiques. Ok. Voilà. Et donc là, la proposition de loi adoptée, parce qu'elle a été modifiée par rapport à ce que j'avais écrit initialement, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée est en commission, examinée en commission au Sénat début mars et va passer dans l'hémicycle au Sénat début avril. Ok. Alors, quand on lit ces propositions,
on remarque quand même que c'est assez libéral et c'est quelque chose qui est à saluer parce que souvent, quand on regarde les propositions de loi, et notamment dans l'immobilier, et notamment autour de la fiscalité ou autour du marché immobilier globalement, on se dit tiens, faisons baisser les prix de l'immobilier et puis on va légiférer sur des choses qui vont plutôt bloquer le marché et freiner le marché. Quand on regarde l'ensemble de ces propositions, on a plutôt des choses qui vont libérer le marché. Je pense à la simplification par rapport au PLU pour donner plus de liberté aux maires. Je pense à lisser la plus-value, la proposition 10 qui veut lisser les plus-values et qui veut les mettre au PFU. Je pense à l'augmentation des plafonds du Pinel. Je pense à fusionner les régimes fiscaux pour que ça soit plus facile, etc. C'est quand même assez rare d'arriver à un choc de simplification et un choc de libéralisation de ce marché. Ma philosophie, c'est justement que plus on va mettre de carcans, plus on va éloigner les investisseurs de l'immobilier. Or, on a besoin d'investisseurs. On a besoin à la fois qu'un certain nombre de personnes aient suffisamment d'argent pour acheter leur résidence principale, mais on a besoin qu'un certain nombre de personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, investissent dans l'immobilier pour donner, allouer à des personnes, parce que le fait d'être locataire permet d'être beaucoup plus mobile. Et donc, plus on sera mobile, moins il y aura de problèmes d'emploi en France. Ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas quand même quelque chose de très rentable, contrairement à ce que peuvent imaginer nos amis de la gauche. Investir dans l'immobilier, il faut vraiment avoir la foi, parce que quand ça ramène sur du neuf du 1,45% après impôt, on peut s'estimer heureux. Et qui s'estime heureux de gagner, d'avoir une rentabilité de 1,5 ou de 2%. Voilà. Donc, plus on va remettre de cartons, plus on va éloigner en fait, les investisseurs du marché immobilier. Ils préféreront tranquillement se mettre dans une assurance vie et donc ils vont pas s'investir. Alors, si vous voulez bien, je veux bien qu'on passe sur les fameux articles et les fameuses propositions qui ont été adoptées, en tout cas pré-adoptées à l'Assemblée. Ce que je voulais vous dire également, c'est que parce que vous me disiez que vous étiez peut-être un peu déçu du choix qui avait été fait des propositions pour mettre dans cette proposition de loi. Je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que dans une proposition de loi qui émane d'un député, il ne peut pas y avoir de proposition de nature fiscale. Ça, c'est totalement réservé au gouvernement. Donc, tout ce qui est dans mon projet, dans mon rapport, et qui concerne la fiscalité, ça, je vais le défendre d'une autre manière, on en parlera après si vous voulez. Mais en tout cas, ça n'a pas le droit de figurer dans une proposition de loi. La deuxième chose, c'est qu'une proposition de loi qui émane d'un député, elle doit être examinée dans ce qu'on appelle une niche parlementaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une journée qui est réservée à un groupe politique, et ce groupe politique n'ayant que cette journée, ou deux peut-être dans l'année, il faut qu'il fasse des choix. Et ce qui n'est pas examiné à la fin de la journée, c'est perdu, c'est pour la fois d'après. Vous remarquerez que dans les propositions de loi qui émanent des députés, il y a en général un article, voire deux articles au maximum. Voilà, ce sont souvent des mesures de nature symbolique. Dans cette proposition de loi, vous avez 8 articles. Je crois que c'est rarissime, ça ne s'est jamais produit. Et donc, ça veut dire que on a intérêt, à bien travailler avec tous les groupes politiques pour qu'ils ne mettent pas trop d'amendements, parce que plus on met d'amendements, plus on bloque la machine. Vous le voyez actuellement avec la loi sur la retraite, avec la France Insoumise, qui met des dizaines de milliers d'amendements juste pour bloquer la machine. Donc il faut faire le choix d'un certain nombre de choses qui vont être suffisamment consensuelles ou explicables de manière à ce que ça soit traité dans la journée, et ne pas en mettre trop. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné un certain nombre de propositions qui sont dans chacun des volets que je propose dans mon rapport. Ok. Alors si vous voulez, on reviendra sur la fiscalité après parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais allons voir du côté des 8 articles qui ont été retenus. Donc l'article 1, on parle d'interdire les adjudications, donc les ventes aux enchères pour les biens de l'État. Donc tout ce qui appartient à l'État, aux collectivités territoriales, on dit c'est terminé, ça part plus aux enchères. C'est exactement ça. Pourquoi ça ? Parce qu'à chaque fois, il y a une raison. Parce que dans les zones tendues, on se rend compte que tous les promoteurs ont envie d'attraper les terrains qui sont disponibles, parce qu'ils ont aussi des gens à faire vivre, ils ont des salariés, voilà, ils ont des entreprises à faire tourner. Et donc, systématiquement, les enchères deviennent des folles enchères.
Et donc, vous avez des prix qui sont multipliés par 2, par 3, par 4, éventuellement, par rapport à l'estimation initiale que la collectivité en faisait. Donc, un terrain en centre-ville qui est évalué par la collectivité à 1,5 million, 2 millions d'euros, il peut partir à 6 millions d'euros. Donc, vous allez me dire, non, c'est pas vous qui me le dites, mais un certain nombre de personnes me disent, oui, mais bon, c'est un petit terrain, ça va pas, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais bien sûr que si, c'est ça qui change la face du monde. Parce que vous êtes en train de mettre une nouvelle référence dans un quartier, et c'est tout ce quartier qui va obligatoirement augmenter en termes de prix. Et ça se répercute dans la prochaine transaction, elle se fera à cette nouvelle référence. Donc, premier problème, vous augmentez les prix de manière totalement mécanique. Deuxième problème, le promoteur, il ne va pas pouvoir vendre à 3 fois le prix du marché. Donc, il va obligatoirement répercuter quelque part. Il ne va pas quand même baisser sa marge. Donc, c'est la qualité de la construction qui va en pâtir. Et donc, vous avez des cubes de piètre qualité qui se construisent. Et donc, vous n'avez pas une ville agréable à vivre. Voilà. Okay. Donc, il y a ces deux problématiques. Donc, ce que je ne veux plus, c'est que le prix soit un élément de l'enchère. Donc, ça veut dire que la collectivité, elle va pouvoir décider du prix auquel elle veut vendre. Il n'est pas question de faire du rabais. Il est question juste de décider un prix normal, qu'elle estime normal. Peut-être même, elle va l'augmenter de 20% pour avoir un peu plus de rentrée. Mais elle va faire un concours sur l'architecture, sur le développement durable, sur la mixité sociale. Voilà. Elle va faire un concours sur autre chose, sachant que c'est à prix fixe. Ok, donc elle va faire un appel à projet finalement et vendre au meilleur projet et non pas forcément au plus offrant. Voilà, puisque ça sera le même prix pour tout le monde, donc c'est le meilleur projet. Alors pour moi, cet article 1, il est plutôt neutre pour les gens en résidence principale, ils ne sont pas du tout touchés, plutôt neutre pour les investisseurs, sauf si éventuellement tu as un parcours avancé de l'investissement et tu commences à t'intéresser aux ventes aux enchères et notamment aux ventes domaniales. C'est vrai que c'était quelque chose qui était intéressant et qui est toujours, puisque je rappelle que la loi n'est pas encore en vigueur. Et si tu es un professionnel de l'immobilier, là, oui, ça peut en effet t'impacter. Alors, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne pense pas, puisqu'il y a ce côté qu'on va choisir les meilleurs projets et que globalement, les ventes, au lieu de se faire au plus offrant et avec parfois la collusion qu'on connaît dans les ventes aux enchères entre professionnels, la vente ne va plus se faire au plus offrant, mais la vente va se faire au meilleur projet. Ce qui est finalement, je trouve, intéressant pour dynamiser les choses. L'article 2, on se le garde pour tout à l'heure. L'article 3, les observatoires fonciers locaux. Donc, on prévoit la création d'observatoires fonciers locaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour réguler un prix, pour que le marché soit le plus simple possible, il faut que l'information soit la plus transparente. Plus il y aura d'informations, moins on arrivera à fantasmer. Aujourd'hui, vous avez des propriétaires fonciers, peut-être des personnes âgées et autres, qui imaginent un certain nombre de choses et tout cela est fait à partir de fantasmes éventuellement et non pas de la réalité du terrain, si je peux me permettre de dire. Et donc, ces observatoires du foncier, ils vont systématiquement déclarer toutes les transactions, voir les prix tels qu'ils se pratiquent. Et je leur demande également d'avoir comme mission de regarder tous les fonciers gratuits, c'est-à-dire tous les immeubles qu'on pourrait surélever, ceux qui techniquement le permettent, de 1 étage, 2 étages, voilà. Donc ça veut dire de pouvoir densifier la ville, parce que aujourd'hui on artificialise trop de terrains en périphérie de ville, voire très très loin. En artificialisant ces sols, déjà on ne peut pas allumer la planète, ça c'est le premier point, mais deuxième point, on met en place des habitations qui finissent par devenir très loin des systèmes de transport en commun. Et donc, vous mettez sur les routes des voitures qui polluent, des gens qui passent leur temps dans les embouteillages, alors qu'il serait mieux de passer du temps avec leur famille ou au travail, quand même. Donc, à autre chose. Ok. Est-ce que ces observatoires auront un pouvoir contraignant? Est-ce que ça sera quelque chose de consultatif? Comment ça va se passer sur le terrain pour les promoteurs, les investisseurs, etc.? La contrainte, c'est qu'ils existent dans toutes les zones tendues. Donc, dans les zones détendues à la campagne et autres, il n'y a pas besoin d'avoir des observatoires du foncier. Mais chaque fois qu'il y a des zones tendues, c'est-à-dire des zones où l'offre en logement est inférieure à la demande en logement,
Donc c'est assez bien défini dans la loi, les zones tendues. Il y a obligatoirement un observatoire. Et cet observatoire va produire il va produire des chiffres, il va produire des informations qui seront consultables. Okay. Donc, ça va pouvoir se répercuter sur les PLU, etc. Il n'y a pas de contrainte particulière, si ce n'est, on le verra dans un article tout à l'heure, quand on verra. On y vient. On y vient. Alors globalement, cet article 3, pareil, je pense que l'impact va être modéré. Pourquoi? Parce qu'on parle d'établir des statistiques, on parle de documenter un petit peu plus ce qui se passe sur le marché. Si ces statistiques sont consultables publiquement, pour l'investisseur, ça sera intéressant parce que ça nous donnera des billes en plus et notamment dans nos négociations. Si elles sont pas consultables, ma foi, ça nous changera rien. Ce que moi je veux comprendre, c'est ce qui va se passer après, c'est-à-dire que, ok, on met en place des observatoires, on met en place des statistiques, mais est-ce que ces statistiques vont avoir un effet contraignant sur le futur, peut-être sur l'obtention des permis de construire ou sur ce genre de choses? Actuellement, non, on parle juste de faire des observatoires et on parle juste de les faire en zone tendue. Donc pour moi, l'impact, encore une fois, il est assez faible. Sur la résidence principale, il est ridicule. Sur les investisseurs locatifs, il est ridicule, voire faible, voire peut-être modéré suivant ce qui va se passer à l'avenir. Et pour les professionnels, il est faible à modéré aussi. Alors, l'article 4 est intéressant, tu vas le voir. Pourquoi? Parce qu'on parle de créer un fonds national pour la dépollution. Alors, qu'est-ce que c'est finalement et pourquoi je trouve ça pas mal? Déjà parce que la pollution, c'est pas cool et surtout parce qu'en France, il y a beaucoup de terrains qui sont pollués et qui sont en attente d'être dépollués. Il faut savoir que normalement, dans la loi, on a le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que si tu exploites un terrain, par exemple tu as une industrie, une usine, une station-service, peu importe finalement une activité qui va polluer ce terrain, quand tu l'exploites et quand tu as décidé de le vendre par exemple, tu dois le dépolluer. C'est le principe du pollueur-payeur. Sauf que parfois, le pollueur ne dépollue pas et le pollueur ne paie pas. Pourquoi? Parce que la société peut avoir fait faillite et donc là il n'y a plus personne pour dépolluer, ou même certains terrains de l'État n'ont jamais été dépollués parce que tu connais parfois les lenteurs administratives. Donc, c'est ce que propose cet article 4, de créer un fonds pour payer cette fameuse dépollution. Ce but de cet article-là, c'est de donner un coup de turbo à la rénovation, la réutilisation des espaces en friche, que ce soit des friches industrielles dont vous parlez, ça peut être des friches commerciales, ça peut être des friches administratives. Il y a plein d'endroits en France, donc ça peut être une petite escalope foncière comme une ancienne station-service, mais ça peut être beaucoup plus grand. Vous avez à Toulouse, en plein centre-ville, entre deux stations de métro, 14 hectares qui, depuis 15 ans, sont en friche qui appartenaient à l'État. Voilà. L'État n'est pas plus vertueux que le privé en ce qui concerne la dépollution. Voilà. Et donc, c'est totalement bloqué. Il pourrait y avoir des milliers de logements, c'est bloqué. Les projets sont prévus, on sait ce qu'on pourrait y faire, mais en tout cas, ça vient de se débloquer là, il y a juste quelques semaines. Mais en fait, ça faisait quand même 15 ans en plein centre-ville. Et donc, ce que l'on se dit, c'est que c'est juste dommage de tous ces gens qui auraient pu être logés là, mais qu'on n'a pas logés, qui sont restés logés à la campagne, qui sont sur les villes, qui sont sur les routes, qui ont acheté une voiture, 2 voitures, parfois 3 voitures selon la composition de la famille, qui polluent la planète et qui passent du temps, ils pourraient être logés là. Ils ont des stations de métro en plus. Voilà. Et donc l'idée, c'est de donner un coup de turbo, de participer à la dépollution. Ça ne change pas le principe du pollueur-payeur. Après, on pourra toujours se retourner vers le pollueur s'il existe. Mais en tout cas, c'est pour amorcer, pour aller plus vite. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent en fait qui fait que on lève le stylo et on ne fait pas. Ok, alors je vais me faire l'avocat du diable. Comme d'habitude, le français moyen, il va dire quoi? Il va dire, mais qui va payer encore cette ineptie? Alors, est-ce qu'on parle de l'article 8 aussi pour financer ça? Alors, l'article 8, il prévoit de gager les éventuelles dépenses et pertes de l'État et des collectivités territoriales qui vont être occasionnées par cette proposition de loi. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui s'applique quand un parlementaire va proposer une loi qui est de gager les dépenses. C'est-à-dire, en gros, la loi va coûter de l'argent à l'État, puisque il faut la mettre en place. Parfois, il y a des frais qui vont être occasionnés. Là, par exemple, on a un fonds de dépollution, il va falloir le financer, ce fonds-là, donc ça va coûter de l'argent. Donc, en face,
Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre soit une baisse de dépenses quelque part, soit une augmentation des recettes de l'État pour tout simplement compenser et que le bilan comptable de cette nouvelle loi finalement soit neutre. Alors qu'est-ce qu'il a fait le député Laglaise? Pour le coup, il a été malin. Au lieu de mettre une taxe encore en plus sur l'immobilier, ce qu'auraient pu dire les gens, oh là là, ils vont mettre une taxe encore en plus sur l'immobilier, c'est bien beau de faire des nouvelles lois. Non, pas du tout. Il avait prévu de mettre une taxe à l'endroit finalement le moins pire, c'est-à-dire sur les cigarettes. Tout simplement, une taxe en plus sur les cigarettes aurait dû compenser cette loi. Il a été levé le gage. Ah, il a été levé celui-là. Oui, systématiquement, quand il y a dans une proposition de loi une dépense, il y a obligatoirement le dernier article qui est un gage. Oui. Et quand le gouvernement est d'accord avec le fond de la loi, il lève le gage. D'accord. Et donc le gouvernement a levé le gage. Donc la loi qui est partie de l'Assemblée et qui va au Sénat n'a plus ce gage. Ok. Donc, comment on pense financer ce fonds-là? On le sait aujourd'hui ou c'est encore quelque chose qui a travaillé? C'est quelque chose qui a travaillé. Je crée le fonds et c'est l'État c'est le gouvernement qui va en trouver des finances. Ok. Bon, il y a plein d'impôts. Évitez l'impôt sur l'immobilier, s'il vous plaît. Mettez un impôt sur les cigarettes. Ça sera très bien, comme c'était original dans le gage. Puisque vous avez lu mon rapport, vous savez ce que je pense de l'impôt sur l'immobilier. Tout à fait. J'espère que ça ira dans votre sens, en tout cas, pour le financement de ce fonds. Alors, pour l'article 5, on parle de permettre aux collectivités territoriales de recourir à des experts privés. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que aujourd'hui, les collectivités territoriales recourent tout simplement aux services des domaines et parfois les services des domaines donnent des estimations qui sont pas forcément en phase avec la réalité du marché. Et puis on a aussi des délais administratifs qui peuvent être longs. De pouvoir recourir à des experts privés, et tout simplement des experts immobiliers classiques, va permettre de fluidifier un petit peu plus les choses. Aujourd'hui, les collectivités locales doivent faire appel à ce qui s'appelle le service des domaines. Voilà. Et donc, elles ne peuvent ni acheter ni vendre sans avoir consulté le service des domaines. Et souvent, ces services ne donnent pas des prix ou des fourchettes de prix qui sont en rapport avec la réalité. En tout cas, la réalité opérationnelle de ce que les maires envisagent de faire. Voilà. Et donc, ma proposition, c'est que les maires puissent faire appel à des experts privés, et il y en a. Voilà. Ok. Et donc, ce que le gouvernement en tout cas, ce qui est sorti de l'Assemblée, c'est que à tout moment, les collectivités peuvent dorénavant faire appel à des experts privés. Voilà. Mais elles continuent à avoir une obligation de consulter les domaines. Ok. Donc c'est la négociation avec le gouvernement que j'ai pu accepter. Bon, l'idée, encore une fois, ça va être de mettre de l'huile dans les rouages pour essayer d'accélérer les choses. C'est ça, tout ça. Exactement ça. Alors l'article 6, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il autorise les maires à déroger au plan local d'urbanisme dans les zones tendues. Le fameux PLU. Alors qu'est-ce que le plan local d'urbanisme si tu débutes? C'est finalement le code de conduite de ce qu'on peut faire en matière d'urbanisme dans une commune, tout simplement. Okay? Donc dans ce plan local d'urbanisme, on définit des zones et à l'intérieur de ces zones, on définit des règlements de zone. Et dans ces règlements, on dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On a le droit de construire jusqu'à telle hauteur, on doit utiliser tel type de matériaux, tel type de couleur, etc., avec des règlements qui vont être spécifiques. Donc, dans les zones tendues, l'article, cet article du projet de loi permettrait aux maires de déroger à ce plan local d'urbanisme, à dire voilà, là, pour ce bâtiment-là, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt pour la commune, donc on ne va pas suivre les règles, on va déroger aux règles. Par exemple, ça peut être une règle de retrait, ça peut être une règle d'élévation, et on va dire allez, là, je l'autorise. Demain, les maires pourront signer et changer le PLU pour un projet, ou en tout cas autoriser un projet à déroger à ce PLU? Alors, je vais vraiment vous contrarier, mais l'article 6, en fait, on l'a enlevé. On l'a enlevé. Vous faites des choses sans que je sois au courant, c'est pas possible. il parlait de PLU, et la créativité des parlementaires est telle que dès qu'il y a un mot PLU, vous avez à peu près 150 amendements par député. Et donc, si on avait gardé l'article 6 dans la proposition de loi, c'était sûr que la proposition de loi ne passait pas dans la journée. Ok, donc celui-là, il n'existe plus. On a décidé éventuellement de dire au ministre, vous le mettrez dans votre prochain projet de loi, mais pas dans une proposition de loi qui émane de l'Assemblée, on n'a pas assez de temps. Ah non, Jean-Luc, c'était un de
un de mes préférés. C'est dommage qu'il ait été enlevé, mais bon, je comprends. C'est un petit peu la chasse gardée, le PLU, et c'est difficilement modifiable. Ok, bon, espérons que ça revienne dans le futur. Eh ben, on passe au 7, la transparence en matière de construction de logements. Alors, l'article 7 renforce les mesures de transparence en matière de construction de logements. Bon, alors comme ça, c'est un peu obscur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, on va avoir plus de transparence au niveau des conseils municipaux et l'ensemble du conseil municipal pourra prendre des décisions plus avisées, parce qu'aujourd'hui, parfois, seul le maire ou l'adjoint à l'urbanisme est au courant de certains projets. Alors, ça vient d'où cette idée? Ça vient qu'aujourd'hui, tous les promoteurs se plaignent que l'année d'une élection, il n'y a aucun permis de construire qui est délivré. La plupart du temps, les permis de construire sont délivrés très en dessous du PLU, ce qui fait que d'ailleurs le prix du foncier est amorti sur beaucoup moins de logements que si on pouvait construire plus haut. Et tout ça, ce sont des choses qui sont ressassées entre les promoteurs et le maire. Ce sont des discussions qui se passent dans le bureau du maire ou dans le bureau de l'adjoint à l'urbanisme. Ce sont des choses qui ne sont pas publiques. Et mon idée, c'est que plus on fait de la transparence sur des informations, mieux ça se passe et plus il y a de confiance entre les acteurs. Donc mon idée est la suivante. L'observatoire du foncier dont on a parlé tout à l'heure, il va avoir beaucoup d'informations. Et notamment, il va avoir comme information tout le nombre de logements qui a été construit tous les ans. Et il est rattaché au PLH, plan local de l'habitat. Dans le plan local de l'habitat, le maire et ses équipes décrivent le nombre de logements qu'ils vont construire par an. Tout ce qu'il y a besoin de construire pour accueillir cette population. Eh bien, ce que je demande, c'est que tous les ans, il y a une délibération du conseil municipal qui rapproche ces deux chiffres et qu'on ait une explication de fait. Tiens, pourquoi on a construit moins? Alors, il peut y avoir des raisons totalement objectives, mais le maire les dira à son conseil municipal, à sa majorité, à son opposition et à l'ensemble donc des habitants de la commune. Alors, il pourra dire, oui, à cet endroit, on n'a pas pu faire cette opération parce que les riverains qui sont opposés et autres. Mais petit à petit, il va y avoir à la fois de la part des équipes municipales une plus grande volonté de transparence sans se sentir mal à l'aise, parce qu'on ne se sent plus mal à l'aise, tout est transparent. Et de la part de la population, une information comme quoi l'urbanisme est quelque chose qui peut être co-géré, et en tout cas que s'il y a des choses qui ne se font pas, ils en sont aussi responsables. Voilà. Donc c'est cette idée-là d'être le plus vertueux possible pour qu'il y ait cet alignement. Donc tous les ans, on aura ça au niveau de chacune des communes et au niveau de l'intercommunalité. Ok, bon très bien, il ne nous reste plus que le 2, hein. Ça va être l'heure de s'y attaquer. Alors, l'article 2. Je l'ai mis en 2, c'était pour s'y attaquer en 2, mais vous avez décidé de mettre à la fin. Ouais, je garde le suspense, vous comprenez. Alors, l'article 2. Ouais, non, là, je peux vraiment pas te parler parce que là, c'est le moment où je dois leur parler de l'article 2. Oui, le fameux, oui. Allez, je te reprends après. Globalement, il prévoit la création d'un nouveau droit de propriété. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs droits de propriété qui existent, la pleine propriété, le démembrement, et il prévoit un troisième droit de propriété qui va être finalement la dissociation du foncier et du bâti. C'est-à-dire que on ne va pas acheter le terrain, on va pouvoir construire dessus et louer le terrain à des organismes qu'on va voir après, qui vont s'appeler des OFL. Là-dessus, dès que ça a commencé à faire les grands titres des journaux, les gens ont dit « Ouh là là, on va dans un système à l'écossaise, comme au Royaume, comme au UK, etc. On va nous priver, et puis on va nous exproprier. » Et puis, enfin, c'est vraiment monté très loin sur Internet. Alors que, corrigez-moi si je me trompe, il n'y aura pas d'effet rétroactif, ça ne sera pas obligatoire, ça sera que sur certaines zones, il n'y aura pas d'expropriation et ça ne touchera que la résidence principale. Donc je veux bien qu'on aille un petit peu plus profondément dans comment fonctionnent les OFL et comment fonctionne ce nouveau droit de propriété. Le troisième mode de propriété a déjà été mis en place par la loi ALUR en 2014, en créant ce qu'on appelle les OFS, organismes fonciers solidaires. Les OFS sont créés par des bailleurs sociaux qui achètent un terrain, qui font édifier un immeuble et qui vendent les appartements, mais pas le sol, les appartements uniquement, et qui mettent en place un bail réel solidaire entre le propriétaire de l'appartement et le propriétaire du sol, l'OFS. Ce bail est de 1 ou 2 euros par mois et par mètre, selon le prix du terrain. Par contre, il ne vise que l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire des personnes sous plafond de ressources
avec des conditions très restrictives sur l'évolution et sur la vie du logement, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr revendre votre logement, mais vous ne pouvez le revendre qu'à des personnes qui sont également sous plafond de ressources. Donc ça, vous limitez un petit peu votre champ. La plus-value est encadrée dans le bail, donc vous ne pouvez pas le revendre à n'importe quel prix. Et si vous décédez, votre héritier peut éventuellement bénéficier de ce bien uniquement si, un, c'est sa résidence principale, et deux, s'il est lui-même qui correspond au plafond de ressources. Voilà. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante pour faire revenir dans les centres-villes et dans les zones tendues, pour faire revenir une partie de la classe moyenne. Mais vous avez des classes moyennes qui ne correspondent pas à ces plafonds de ressources, donc ils ne peuvent pas accéder. Et donc, on ne résout pas totalement la problématique des classes moyennes qui sont exclues du centre-ville. Et donc, ce que j'ai proposé dans cet article 2, c'est de dire, OK, les OFS, ça existe, et on va essayer de les développer. Et ce que je vais développer à côté, c'est les OFL, donc organismes fonciers libres, c'est-à-dire des sociétés d'économie mixte, et par les collectivités locales, en tout cas à capitaux publics ou majoritairement publics, qui vont acheter un terrain de la même manière, qui vont faire édifier un immeuble dessus et qui vont vendre les appartements, mais à tous les Français, c'est-à-dire à des Français sans condition de ressources. C'est juste ça. Et on va toujours en bail, de bail réel libre, de 1 à 2 euros par mètre carré et par mois pour ces appartements. Voilà. En fait, ce que je propose dans l'article 2, c'est l'extension de l'OFS à du libre. Donc, on peut vendre à tous les Français, mais puisqu'on peut vendre à tous les Français, on va également aussi supprimer les conditions restrictives. Conditions restrictives d'accès en fonction des ressources, conditions restrictives de cession, ils vendront à qui ils voudront et ils feront la plus-value normale, c'est-à-dire si le quartier a augmenté de 10% entre-temps, eh bien, ils vont aussi augmenter de 10%, et ils vont pouvoir transmettre à leurs héritiers sans conditions de ressources de la même manière. Voilà. La seule chose que je souhaite conserver, c'est que ça soit pour une résidence principale. Ça ne peut pas être pour du locatif. Et c'est bien normal parce que avec la même somme, vous pourriez acheter 2 appartements de ce genre-là et donc avoir deux fois les revenus. Et c'est pas obligatoirement, c'est pas sport par rapport à des gens qui ont besoin d'accéder à la propriété. Voilà. Donc c'est pour la résidence principale, mais ça va être la seule contrainte qu'il y aura dans ce système. Ok. Et le bail en question doit être un bail emphytéotique 99 ans, c'est ça? C'est-à-dire que le bail est à vie, l'OFL ne peut pas le résilier, et si je vends, le bail se transfère. Si je décède, il se transfère à mes héritiers, et il n'y a aucun moyen de résilier ce bail. C'est-à-dire que c'est pas demain l'OFL qui décide de ne plus me louer. Sauf peut-être si je paye plus. Comment ça va fonctionner? Alors, le bail n'est pas un bail emphytéotique classique, parce qu'un bail emphytéotique classique a une fin. Donc, il fait 99 ans maximum. Et au bout avec un bail emphytéotique, on aurait eu, par exemple, l'OFL ou l'OFS qui serait devenu propriétaire de l'immeuble. Et ça, on ne veut pas. On veut que ça soit une vraie propriété, un droit réel. Et pour que ça soit un droit réel, il faut inventer un nouveau bail. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une nouvelle loi. Et donc, ça va être un bail de 99 ans maximum, renouvelable. Voilà. Ça veut dire que systématiquement, quand vous allez, par exemple, vous avez un bail de 40 ans, si vous vendez votre appartement, le bail est automatiquement rechargé pour les 40 ans suivants. Si vous ne vendez pas, et que vous gardiez l'appartement toute votre vie, même si en moyenne les appartements sont vendus tous les 7 ans, il se peut que vous restiez 40 ou plus dedans, et au bout de 40 ans, il est automatiquement rechargé sur la même durée. Voilà. Donc voilà comment cela se passe. Après, vous me dites, et comment ça se passe? En cas de défaut de paiement. Oui, ça se passe exactement de la même manière que quand vous ne payez pas vos charges dans votre immeuble. Comment ça se passe? Au bout d'un moment, c'est dans le droit commun. Quand vous ne payez pas soit votre banque, quand vous avez un prêt bancaire pour acheter votre appartement, soit quand vous ne payez pas les charges, au bout d'un moment, votre appartement il est saisi, il est vendu. À partir du produit de la vente, vous apurez votre dette, soit auprès de la banque, soit auprès de la copropriété,
et vous gardez que le reste. Voilà. Ça, c'est dans le droit commun. Okay. C'est pas lié à Donc cet pas de article disposition 2. spécifique en cas de non-paiement, le droit commun, et puis jusqu'à éventuellement la saisie de l'appartement. Jusqu'à la saisie vente de l'appartement, effectivement, si la personne refuse de régler ses dettes. Oui. Ok. Mais ça, c'est le droit français normal. Ça. Ok. Comment la commune va acheter les terrains? Ça sera via la voie de la préemption? Pas obligatoirement. C'est comme elle achète un terrain aujourd'hui. La commune, quand elle a besoin d'un terrain aujourd'hui, elle achète un terrain. Donc c'est soit du préemption, soit de l'achat à l'amiable. Ok. La plupart des achats des communes se font à l'amiable. Les préemptions sont, je dirais, moins de 10% des cas. Ok. Donc je reformule pour ceux au fond de la classe qui comprennent rien. Ce nouveau droit de propriété sera facultatif, sera mis en place uniquement dans les zones tendues, ne concernera pas le locatif, concernera uniquement la construction. On a bien compris là comment ça marche? Et vous pouvez bien confirmer devant des dizaines de milliers de témoins qu'il n'y aura aucune expropriation. Les gens, avec cet article 2, et notamment toutes les vidéos un peu complotistes et les fake news, etc., pensent que l'État demain va exproprier des gens qui ont acheté leur terrain. Ah oui, non, oui, je l'ai entendu ça aussi. Non, ça c'est de la foutaise. Les propriétaires actuels restent propriétaires actuels. Oui, j'ai entendu dire que les propriétaires allaient avoir un loyer à payer à l'État maintenant. Oui. Ou en tout cas que l'État allait leur voler leur oui, qu'on allait terrain. récupérer le terrain et qu'on allait leur faire payer un loyer du jour au lendemain. Ça n'a strictement... C'est même pas imaginable. Voilà, je ne comprends pas. D'abord, d'où l'État sortirait l'argent pour faire une opération de ce genre-là? Et puis, quel est l'intérêt économique? On marche sur la tête. Non, ça n'a aucun intérêt. La seule chose que l'on va faire, c'est qu'on va permettre à des communes d'acheter des terrains dans la commune et d'y faire édifier des immeubles pour pouvoir vendre les appartements de ces immeubles. Voilà. C'est cet objet-là. Ça ne va pas plus loin. On ne va pas enlever la propriété aux gens. Ah oui, mais l'État va exproprier des gens, les méchants. Non mais moi j'en peux plus, moi j'abandonne. Mais tu crois qu'on peut exproprier des gens comme ça, gratuits? Attends, je te mets le lien là. Il y a des lois, il y a des textes. Hein, je te mets, tu peux cliquer, tu peux regarder. Mais quand il y a une expropriation, c'est prévu, ça existe en effet. Eh bien, on doit payer, on doit compenser cette expropriation. C'est pas je te prends ta maison, ton terrain, tu dégages, je vais construire une voie de chemin de fer. Ben non, oui. Si je le fais, si j'ai besoin de le faire, et l'État parfois le fait pour des projets qui sont très spécifiques dans l'intérêt commun, etc., etc. Ben, il compense, il paye tout simplement. Donc à aucun moment, encore une fois, l'État n'a l'argent pour payer tous les terrains de France. Mais tu t'es cru en Russie en 1942 ou quoi? Ça ne fonctionne pas. Alors, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Les OFL, qui sont donc des organismes, je le rappelle, publics ou très majoritairement publics, vont détenir un portefeuille de terrain par voie d'achat ou par voie de cession par l'État ou par des privés tout simplement. Une fois que l'OFL détient des terrains, je le rappelle uniquement en zone tendue, eh bien l'acheteur qui va se présenter va pouvoir louer ce terrain via un bail rechargeable et illimité, qui est un espèce de bail amphithéotique à la différence près que, une fois qu'il est fini, il recommence. Bien sûr, ce sera sous condition du paiement des loyers, comme à chaque fois, hein, comme dans la vie réelle finalement, tant que tu payes, tout se passe bien. Tu pourras louer ce terrain-là et puis ensuite construire ou éventuellement rénover un bien s'il y a déjà un bien sur le terrain. Avec une décote forcément, puisque tu vas avoir une décote de 20 à 40%, puisqu'on comprend bien que tu n'achètes plus le terrain, tu fais simplement la construction ou la rénovation. Donc tu vas payer beaucoup moins cher. Ensuite, tu pourras habiter à titre de résidence principale ou éventuellement mixer l'habitation et le commercial si jamais tu as une activité, par exemple, tu es libéral, tu as un bureau chez toi. Et au moment de la revente du bien ou au moment du décès tout simplement de la succession, tes ayants droit ou les gens à qui tu vas vendre vont bénéficier du rechargement automatique des droits et donc le bail recommence tout simplement. Et donc là, la construction est déjà faite. Donc la seule chose qui restera à payer, ce sera le loyer du terrain. Donc ça constitue un nouveau droit de propriété et c'est exactement ce qui va se passer avec cet article 2. Bon, et puisque j'avais le député sous la main, j'en ai profité pour lui poser quelques petites questions additionnelles. Et pour terminer, on a parlé un petit peu de fiscalité au départ, et dans la proposition, les 50 propositions originales, il y a des chocs de simplification, il y a des facilitateurs de fiscalité, je dirais. On parle d'utiliser la flat tax sur
la plus-value, on parle de rassembler les régimes fiscaux autour d'un régime qui ressemblerait finalement à la fiscalité du meublé, donc avec tous les avantages qu'on connaît aussi, les amortissements, etc., mais aussi parfois avec plus de charges pour le régime professionnel. On a bien compris qu'à ce stade-là, ça n'est pas retenu, et puis c'est plutôt le rôle du gouvernement, mais quel est de l'intérieur, parce que vous êtes sur place finalement tous les jours à l'Assemblée, quel est le sentiment actuel du côté du gouvernement vis-à-vis des investisseurs immobiliers? Est-ce qu'on est plutôt dans un durcissement? Est-ce qu'on est plutôt dans un élan plutôt plus libéral? Est-ce qu'on est bien conscient en haut lieu que les investisseurs font aussi tourner le marché immobilier? Ou est-ce qu'on va plutôt partir vers de la résidence principale et de l'accession à la propriété ou de l'accession sociale? Qu'est-ce que ça sent du côté de Paris? Alors, d'abord, dire que ce que j'ai écrit dans mon rapport, c'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, j'en ai beaucoup souffert en tant que conseiller en gestion de patrimoine, d'avoir une fiscalité, un maquis de fiscalité extrêmement compliqué, qui en plus change tous les ans. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le commerce, quand ça change tous les pour la ans, stabilité. On ne sait pas dans quel, où on va. En tout cas, la France est le pays du monde où la fiscalité est la plus instable. Et ça, il faudrait quand même arriver à le poser. Et donc, ce que j'ai proposé, ce sont des choses qui vont plutôt vers la stabilité et la simplification. Et qui vont aussi dans le support à la construction. Aujourd'hui, la taxation sur les plus-values, elle est faite de telle manière que surtout, on n'est pas de terrain libre. Parce qu'on a un bonus à la rétention de terrain. Puisque vous êtes totalement exonéré quand vous gardez vos terrains jusqu'à 30 ans. Donc, c'est pas ça qui va rendre disponible. Voilà, donc je voudrais qu'on simplifie ça, qu'il n'y ait plus cet abattement pour la durée de détention, mais je voudrais également que la plus-value soit calculée de manière juste. Aujourd'hui, elle n'est pas calculée de manière juste. Elle est calculée par la différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat. Et si vous l'avez acheté il y a 15 ans, la valeur de vos euros il y a 15 ans a augmenté. Donc de faire juste une soustraction entre le prix de vente aujourd'hui et le prix d'achat, c'est pas la plus-value. C'est la plus-value beaucoup plus faible. Donc l'idée, ce serait d'indexer sur l'inflation? Oui, par exemple. En tout cas, que ça soit indexé sur quelque chose. Mais que ça soit indexé. Que ça soit sur l'inflation ou sur l'indice du coût de la construction. Je la trouve à la fois trop élevée et je la trouve trop compliquée et pas stable dans le temps, parce qu'elle est composée à la fois d'un impôt sur le revenu, et c'est normal. Elle est composée de prélèvements sociaux. Peut-être que c'est normal. Mais en tout cas, les deux peuvent bouger indépendamment les uns des autres et nous créer un certain nombre de surprises. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est que la taxation sur la plus-value soit sous la forme d'une flat tax, 30%, point. Après, si le gouvernement veut faire à l'intérieur évoluer les prélèvements sociaux et autres, mais en tout cas, elle est capée. C'est 30%, comme pour les actions, comme pour les obligations. Voilà. Et ça devient extrêmement lisible pour les investisseurs français, pour les investisseurs étrangers. Voilà, c'est 30%. Voilà. Ça, je propose ça. Ensuite, je trouve que la taxation des revenus liés de l'immobilier est un maquis extraordinaire. Quand vous louez un logement nu ou quand vous louez un logement meublé, vous n'êtes pas imposé de la même manière. Et d'ailleurs, ça vous pousse, la loi fiscale actuelle vous pousse surtout à louer du meublé. Parce que les revenus, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas de la même manière. D'un côté, ça s'appelle revenu foncier, de l'autre, ça s'appelle des revenus commerciaux. Donc, allez voir, pourtant, vous louez un appartement. Donc, ce que je propose dans mon rapport, c'est de fusionner. Que vous louiez nu ou que vous louiez meublé, que ce soit exactement la même chose. Et plutôt essayer de fusionner sur le régime du meublé, qui est beaucoup plus intéressant. Et le régime du meublé m'intéresse aussi parce qu'il a deux types de régimes. Il a du meublé professionnel et du meublé non professionnel, ce qui permettrait à des gens qui investissent sur juste un ou deux appartements de rester en quelque chose de très simple, mais que des gens qui en font peut-être leur métier puissent récupérer des revenus, puissent mettre en place des amortissements, et donc le régime professionnel pourrait être intéressant. Ça donnerait ce qui est demandé parfois par la profession, d'avoir un vrai statut du bailleur, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est ça que je propose également. Je propose également, ça je pense que ça ne sera jamais accepté, mais en tout cas que l'investissement immobilier sorte de l'IFI, parce que je considère que c'est un investissement productif, puisque ça fait travailler
des promoteurs, ça fait travailler les corps d'État qui ne sont pas délocalisables. Enfin, voilà. Donc, alors, je l'ai mis pas obligatoirement sous forme de provoque parce que je le pense. Donc, en général, ce que je pense, je l'écris et je le défends. Même si je sais que ça ne sera pas accepté, mais en tout cas, j'ai besoin de le dire parce que je le pense. On voit la fibre de l'ancien conseiller en gestion de patrimoine qui est encore là. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, quand vous me disiez qu'est-ce que je pense de la manière dont le gouvernement perçoit les investisseurs, je pense que le gouvernement a très bien compris que sans les investisseurs, la construction de logements ne s'accélérera pas. Le gouvernement veut certainement que tous les Français puissent se loger, que ce soit en tant que propriétaire ou locataire, puissent se loger de la manière dont ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Et que pour faire ça, il y a une des manières de construire des logements qui est l'investisseur. L'investisseur, il peut être une personne privée, il peut être une personne morale. Il y a des sociétés, où il y avait des sociétés d'investissement qui investissaient dans le locatif, qui a abandonné ce secteur depuis 20 ou 30 ans et qu'il faut éventuellement faire revenir. Et donc, la réflexion, c'est comment on fait pour que toutes ces personnes puissent venir, continuer et rester là, sans que ça génère une inflation en termes de budget, de dépenses dans le gouvernement. Voilà où en sont les réflexions. En tout cas, vous me parliez de ces propositions qui étaient dans mon rapport que vous trouviez positives. J'ai le plaisir de vous dire que je travaille avec les services de Matignon sur ce sujet, et notamment le conseiller fiscalité, qui est lui aussi particulièrement intéressé par un certain nombre de choses et que je vais rencontrer régulièrement à partir du mois de mars pour faire en sorte que certaines des mesures soient inscrites dans la loi de finances pour 2021. Voilà. Ok, donc projet de loi de finances 2021, des scoops peut-être. Il y aura certainement un certain nombre de choses qui seront tirées du rapport. Ok, on va suivre ça avec attention. Jean-Luc Laglaise, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, vos réponses. Merci beaucoup. Je suis à votre service pour en parler une fois que la loi sortira du Sénat, pour voir comment le Sénat l'a modifiée. Enfin, voilà. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici l'été. Ok, avec plaisir. On va suivre ça de près, en tout cas de notre côté, et puis voir ce qui se passe. Et puis on sera là aussi pour corriger les gens qui sont un peu trop alarmistes parfois. Il y a du bon, il y a du mauvais. Quand il y a du bon, il faut le dire aussi, et je pense que c'est important. Ok, alors on a compris ce projet de loi et ce qu'il était susceptible de se passer. Mais je t'ai dit qu'on en était à l'étape du projet. Ça n'est pas encore une loi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, on a eu une première lecture à l'Assemblée, ça a été voté, c'est passé. Après, il faut que ça fasse le ping-pong, puisqu'il y a 2 chambres, il faut que ça aille au Sénat, pour que tout le Parlement, finalement, soit d'accord là-dessus. Donc, on est susceptible d'avoir encore des discussions, puis des amendements qui vont être posés. Qu'est-ce que c'est un amendement? C'est tout simplement un groupe politique qui va dire « Eh, attends, moi là, je voudrais bien changer un truc ». Ça, c'est un amendement. Donc forcément, il y a encore du ping-pong. Si tout se passe bien, si tout le monde tombe d'accord et si tous les votes tombent d'accord, mais on en est encore loin, a priori, le planning prévisionnel, ça serait une promulgation pour septembre. À partir de ce moment-là, quand la loi est promulguée tout simplement par le gouvernement, eh bien, il va y avoir des décrets d'application. Bien souvent, ces décrets d'application vont préciser les contours de la loi parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être encore floues dans les textes et ces décrets vont permettre de préciser tout ça et de savoir vraiment comment ça va se passer. Donc globalement, maintenant, si je devais conclure, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. 1, si tu es investisseur, et si tu es sur cette chaîne, tu es investisseur, tu ne dois pas tomber dans la psychose à chaque fois qu'il y a un truc, à chaque fois qu'il y a une annonce par les médias, par les masses médias, où il y a ça qui va augmenter, il y a ça qui va diminuer, il y a une nouvelle taxe, il y a machin, et le monde va s'effondrer. Parce que si vraiment tu vas dans chaque buzz, le monde va s'effondrer toutes les semaines. Alors il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui sont un peu moins, mais le monde va s'effondrer tout le temps. 2, tu dois apprendre à t'informer toi-même. Donc bienvenue, tu es sur la bonne chaîne pour ça, mais lis les textes, quand je te mets des ressources, quand je te mets des textes, quand je te mets des liens, vas-y, jette un œil, sois curieux. Quoi qu'il arrive, on n'analyse jamais les choses à chaud et on ne prend jamais de décision à chaud. C'est comme dans l'immobilier, c'est comme sur une négociation, c'est comme pour un achat. Je te rappelle que Jack n'existe pas. Tu sais, Jack, le mec qui te pointe un revolver sur la tête et qui dit « prends une décision maintenant ». Ce gars-là n'existe pas. On a le temps, tranquille, surtout au niveau d'une loi. Et puis quand bien même, tous les alarmistes auraient raison. Ah, l'État va faire ci, l'État va faire ça. Quel est le rôle d'un investisseur et quelle est la valeur ajoutée d'un investisseur immobilier? C'est de s'adapter à tout ça.
Et c'est ce qu'on fait toute l'année. On s'adapte aux changements fiscaux, on s'adapte aux changements légaux. Donc un changement légal de plus ne va pas nous tuer comme d'habitude. Oui, il y aura des réactions à faire, il y aura des changements à faire, des arbitrages peut-être au niveau des parcs immobiliers, mais globalement, on va y arriver. Et si tu en es plutôt au début de ton parcours d'investisseur ou que tu veux te perfectionner, je vais te mettre un lien dans les notes de cet épisode, donc dans les commentaires ou dans la description. Tu pourras avoir accès au pack Découverte Immo. Le pack Découverte Immo, c'est quoi? C'est plus de 7 heures de formation tirées de mon meilleur programme immobilier qui sont disponibles pour toi gratuitement. Donc tu peux commencer ton parcours de formation avec moi. Et quoi qu'il arrive, pense à apporter ton pouce à l'édifice et garder ton esprit critique. À plus. On est en pleine conquête, là. Non, mais sans déconner, hein. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais sauf que là, ils vont pas tuer des gens, là. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. La meilleure arme que l'État ait, c'est pas une épée, ni Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. ni des pistolets pour conquérir les terrains. Vous savez ce que c'est? Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Ils pondent des lois, comme ça, vous avez juste à fermer votre bouche. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Voilà.